deuxième session de communication autour des langues maternelles. Cet après-midi, nous avons le plaisir d'accueillir et d'avoir parmi nous Monsieur Darmous Mustafa pour nous parler un petit peu du multilinguisme et langue maternelle dans les enseignes en Kabylie, en cas de la ville de Béjaïa. Après, on va enchaîner avec la communication de M. Haddad Mohand, avant bien sûr de passer à celle de M. Bessaï Bachir, intitulée « Pratique linguistique et rapport aux langues à Béjaïa ». Donc, avant de terminer la session avec la communication de M. Bessaï Bachir, j'ai dit tout à l'heure, intitulée l'insécurité linguistique en Kabylie, conséquence d'une glottophobie. Après ces trois communications, on ouvrira le débat pour discuter un petit peu des différentes thématiques. Voilà, donc je cède la parole directement à M. Darmous. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Je remercie M. le modérateur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des lieux qu'on a l'habitude de fréquenter quotidiennement, voire, c'est-à-dire occasionnellement, voire quasi quotidiennement. Ces endroits, il s'agit des commerces et des administrations publiques. Voilà. Donc, comme vous savez tous, les administrations et les commerçants ornent leur édifice avec des enseignes, voilà, dans lesquelles ils mettent le nom d'activité. Et des fois aussi, ils agrémentent ça avec des noms de fantaisie, par exemple. D'accord? Ok? Par exemple, librairie, vous pouvez trouver librairie, La Perle, ou bien La Sommam, ou bien. D'accord? Alors, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale, plutôt internationale langue maternelle, donc suite à la manifestation organisée par le laboratoire dirigé par M. Lansol Sofiane, donc j'aimerais bien vous proposer une communication qui a pour thème multilinguisme et langue maternelle dans les enseignes, pas uniquement commerciales, en Kabylie, cadre de la ville de Béjaïa. Voilà. Alors, comme vous le savez, c'est au tournant de 1989, avec l'ouverture démocratique, que beaucoup d'associations à caractère culturel, voilà, ont vu le jour. Ces associations ont essayé d'enseigner la langue berbère, voilà, et en même temps, ils ont pris l'initiative de proposer aux commerçants à l'époque de berbériser en quelque sorte leurs enseignes. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, ce thème a été inspiré par les différents écrits dans la ville de Béjaïa, plus précisément les enseignes ornant les différents édifices commerciaux et administratifs implantés dans cette agglomération. Donc, pour c'est-à-dire vérifier le phénomène, l'étendue du phénomène, nous avons mené une petite enquête. Donc, ce travail-là que je vais présenter, c'est une petite ébauche d'une enquête que je menais dans des quartiers très commerçants à Béjaïa. Donc, il y a c'est-à-dire au niveau de Compistel Gouzmour, il y a Kartisrer, il y a Nasseria. Voilà les trois quartiers qui ont été touchés. Donc, notre questionnement s'est porté d'un côté sur le multilinguisme dans les enseignes et l'émergence des langues maternelles. D'accord? Donc, en ce qui concerne l'émergence des langues maternelles dans ce type de communication, donc je dis chez les particuliers, c'est-à-dire les commerçants, ça a commencé depuis 1989, mais actuellement, toutes les administrations publiques implantées dans la ville de Béjaïa, notamment les plus récentes, c'est-à-dire elles affichent l'activité
leur activité dans 3 langues. Donc l'arabe, le berbère, le tamazight ou bien le kabyle, ça dépend des appellations. Voilà, donc là aussi. Donc d'un point de vue officiel, on choisit le terme tamazight. Voilà. Mais il y a pour les particuliers, il y a ceux qui parlent du kabyle, ceux qui parlent du berbère, etc. Moi, je préfère utiliser le terme tamazight. D'accord? Voilà. Donc, alors, au lieu de s'arrêter sur une simple constatation, ça veut dire de prendre les anciens en photo et d'étudier sur le plan lexical ou bien morphologique les appellations, je me suis dit pourquoi pas sonder les opinions des annonceurs, d'un côté comme d'autre, c'est-à-dire chez les commerçants et au niveau des administrations. Voilà. Donc, à travers ça, nous avons voulu comprendre des facteurs ayant conduit à l'intégration de tamazight dans les enseignes. C'est pour ça qu'on a mené une enquête. Voilà. Maintenant, je vais vous parler des données. Et nous avons essayé d'intégrer le facteur temps. C'est-à-dire, nous avons pris 2 intervalles de temps, celui de 1989 jusqu'à maintenant, et celui c'est-à-dire coïncident avec l'institution de tamazight en 2 temps, ça veut dire en 2002 comme langue nationale et en 2016 comme langue nationale et officielle. Donc maintenant, je vais vous donner les données de l'enquête. Alors, les territoires concernés, donc quelques quartiers très commerçants de la ville de Béjaïa et quelques administrations. Alors, les quartiers, j'ai dit Tel Gouzmour, quartier Srer et Nasseria. Les enquêtés que nous avons touchés, c'est-à-dire en ce qui concerne les particuliers, nous avons des libraires, agents de voyage, coiffeurs, magasins de luxe. Voilà. Les administrations, nous avons essayé de travailler dans le domaine culturel. Donc, la direction de la culture du Niger, la bibliothèque communale de Béjaïa. Et le centre islamique qui se trouve à côté d'Amario. Voilà donc les administrations qui sont. Donc je vous signale que, en ce qui concerne les administrations, nous n'avons pas, c'est-à-dire reçu des réponses partout. Donc il y a des administrations où on nous a demandé de laisser le questionnaire et de venir le récupérer, et je l'ai récupéré vierge. Voilà, donc il y a des administrations qui n'ont pas répondu à cause de l'absence du responsable, ou bien responsabilité en réunion, bien était en déplacement, etc. Même les particuliers, certaines commerçants, j'ai du mal à les convaincre c'est-à-dire de remplir le questionnaire. Voilà, donc j'ai essayé d'être le plus convaincant possible. Alors, le questionnaire que nous avons distribué contient 6 questions. Il y a des questions fermées, il y a une question ouverte. Voilà, c'est-à-dire à travers laquelle on voulait sonder l'opinion des annonceurs. Alors, en ce qui concerne la première question, porte sur l'intégration de la langue maternelle. Est-ce qu'elle date depuis l'ouverture ou bien après des années plus tard? Donc, tous les commerçants et toutes les administrations ont affirmé que l'insertion de tamazight dans les enseignes a été opérée depuis le début. Voilà, donc sur cette question, les administrations et les commerçants donc, étaient unanimes. La deuxième question concernait, c'est-à-dire portait sur, c'est-à-dire l'institution de tamazight. Est-ce que cette opération a influencé, c'est-à-dire l'intégration de tamazight dans les enseignes commerciales? Bon, là, bien sûr, on a voulu chercher, savoir est-ce que c'est une opération spontanée ou bien recommandée. Voilà. Alors, là, il faut savoir qu'il y a des administrations qui ont existé avant l'institution de tamazight. Donc là, comme le cas dans la Maison de la Culture, le Christolo Amareu, donc, depuis, je pense, depuis les années 2000, le début des années 2000, les événements de Kabylie, que là, c'est-à-dire ils ont imposé l'intégration de la langue maternelle dans les enseignes. Mais sinon, toutes les administrations que nous avons touchées sont récentes. Voilà, ils sont situés à côté d'Amareu, donc
il y a le contrôle financier, il y a la direction de la culture, la maison de la culture, comment dirais-je, la bibliothèque et l'ACTED. C'est-à-dire j'ai choisi ces endroits-là, c'est-à-dire pour ramasser un petit peu notre corpus. Voilà. Donc pour la deuxième question, donc, j'ai dit, alors en ce qui concerne le caractère spontané, je dirais pas recommandé, mais c'est-à-dire en se conformant à une loi. D'accord? Alors la majorité des commerçants ont affirmé que c'est une opération spontanée. D'accord? Il y a quand même certains qui ont dit, voilà, on tient en ligne de compte l'institution d'euthanasie. Du côté des administrations, c'est-à-dire la majorité des réponses ont tenu compte des recommandations. Ça veut dire si l'État. Moi, je pense que dès qu'ils ouvrent une administration, ils préparent déjà l'enseigne, c'est pas eux qui décident. On la pose directement sur l'édifice. Voilà. Très bien. En ce qui concerne la troisième question, je viens aussi une question sur le caractère choisi. Voilà. Donc, les deux côtés, les 10 échantillons sur lesquels nous avons mené le travail, utilisent le Tifina et, comment dirais-je, le Tifina. Donc, utilise le Tifina. Donc, les commerçants accordent une priorité pour le latin parce qu'ils me disent que c'est le caractère qu'ils maîtrisent le plus. Par contre, les administrations, c'est-à-dire intègrent les deux graphies, mais la priorité est donnée au Tifina. Voilà. En ce qui concerne la question suivante plutôt, à travers l'emploi de la langue maternelle, dans votre enseigne, vous cherchez. Donc, nous avons fait 3 propositions. La première, uniquement pour informer. La seconde, pour affirmer son identité, ou bien les deux. Donc, la majorité des enquêtés d'un côté comme de l'autre ont coché la troisième proposition, ça veut dire les deux. Mais il y a des cas exceptionnels dans les deux. Donc, il y a ceux qui disent, il y a parmi les administrateurs et les commerçants qui ont dit que c'est uniquement pour l'identité. Hein? Alors, comme vous venez de voir, toutes ces questions, ce sont des questions un petit peu fermées ou bien semi-fermées. Donc, il y a des questions où j'ai essayé d'obtenir une seule réponse, mais il y a des questions qui sont semi-fermées dans lesquelles j'ai fait plusieurs propositions où l'enquêté peut cocher plusieurs propositions. Mais la question qui paraît la plus importante, c'est la 6e question, parce qu'elle porte sur l'opinion des annonceurs. Alors, la question se présente comme ainsi. Donc, pensez-vous que cette pratique doit être, c'est-à-dire l'intégration de la langue maternelle dans les enseignes? Et pourquoi? Donc là, j'ai dressé un tableau, voilà, pour cette question. J'ai quelques, comment dirais-je, j'ai un petit peu résumé en général les questions. Alors en ce qui concerne la question de l'opinion, les deux échantillons ont affirmé de la nécessité de généraliser cette pratique. D'accord? Mais il y a un seul bémol, c'est que l'un des enquêtés m'a dit qu'on a du mal à trouver en Kabylie des appellations qui vont représenter notre activité. Donc là, ils affirment qu'il y a un travail à faire de ce côté-là, par les chercheurs. Il y a d'autres qui sont un petit peu, je dirais, réalistes. Ils ont affirmé que c'est souhaitable et c'est quelque chose qui doit se faire dans l'avenir. Il n'est pas d'actualité. D'accord? Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont, des enquêtés qui ont compris la question de généralisation par rapport à la Kabylie, il y a d'autres qui l'ont compris par rapport à l'Algérie. Peut-être j'aurais dû, je ne sais pas, ajouter Algérie ou bien Kabylie ou bien les deux, je ne sais pas. Voilà, toujours quand on fait une enquête, après, on peut se rendre compte des choses auxquelles on n'a pas pensé. Donc là, peut-être la prochaine fois, je vais y penser. Voilà.
Euh, il y a ceux qui ont dit qu'on doit généraliser parce que c'est la langue de nos origines et c'est notre identité. D'autres qui ont dit qu'ils ont fait ça par fierté et par amour de cette langue. Voilà. Donc généralement, c'est le même constat chez les deux types d'échantillons. Alors, donc ça peut être pour des raisons identitaires, généralement, d'accord. Voilà, donc en général, il y a d'autres qui ont affirmé que c'est un moyen permettant de promouvoir Tamazight et aider à sa préservation. Voilà. Donc, pour conclure, voilà. Donc, voilà, j'ai essayé d'associer la langue maternelle. Généralement, beaucoup de travaux ont mené sur la communication orale, sur des corpus oraux. Moi, je me suis dit pourquoi pas insérer cette question dans le cadre de la société linguistique urbaine, parce que quand on parle des écrits dans la vie, c'est la société linguistique urbaine. Je tiens à le souligner, d'accord. En ce qui concerne le facteur temps, je pense qu'il a contribué au changement des attitudes vis-à-vis de la langue amazigh. Voilà. Quoi d'autre? Et que même si les administrateurs sont des communes d'État, donc ils sont tenus par le respect des lois, etc., d'accord, donc il y a quand même des voix libres qui, ça veut dire que des fois je trouve plus de réticence chez le particulier que chez l'administrateur. Donc il faut savoir que les commerçants généralement, moi je dirais pas qui n'ont pas fait d'études, mais généralement c'est des gens qui ont fait le collège, c'est-à-dire au maximum le lycée. Mais généralement ceux qui gèrent le directeur de ces institutions, généralement c'est des universitaires, des gens qui ont fait de l'économie, ou bien qui ont fait de... Il y a même qui ont fait de magistère, etc. Donc le questionnaire était plus parlant pour les administrateurs que pour les... Parce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai affaire à des coiffeurs. Bon, avec tout merci pour les coiffeurs, bien sûr. Mais d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que je ferai une coupe après chez lui. Voilà, parce qu'il a rempli de... Il y a un libraire qui m'a vendu un stylo. Il m'a dit, il y a de nouveaux stylos si vous êtes intéressé. Donc j'ai acheté le stylo, mais pour le coiffeur, ce sera une prochaine fois. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. Voilà. Merci M. Darmous pour cette communication très très intéressante. Donc j'enchaîne directement avec la communication de M. Haddad et je laisse le débat juste après la fin de la troisième communication. Donc la communication de M. Haddad s'intitule Minoration linguistique, insécurité linguistique et violence symbolique en Algérie. Alors, bonjour à tous. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas si vous arrivez à entendre. Ah ouais, pardon. Donc, comme vous le voyez, il s'agira en ce qui me concerne. D'abord, je remercie tous les organisateurs, je remercie le public. Et je dis que pour cette occasion, c'est encore une occasion qui s'offre à nous. Elles sont minimes, ces occasions, mais tout de même, nous essaierons qu'il y ait, comme ça, que ça se répète, pour qu'on parle de langue maternelle et des problématiques qui intéressent notre société, plus encore, je dirais, d'autres sociétés
qui peut-être gèrent, je dirais même qu'ils sont arrivés à quelque chose qu'on pourrait appeler paix linguistique et autres. Il y a des conflits chez nous, des conflits en rapport à la... Vous arrivez à entendre comme ça? À la gestion des langues, ou bien quand même il y a certaines problématiques qui ne sont pas assez bien réglées chez nous, en Algérie plus précisément. Donc, en ce qui me concerne, je parlerai de minoration, d'insécurité linguistique et de violence symbolique en Algérie. Ça démarre quelque part d'un constat. Je pose un constat à partir duquel il y a, pour moi, du moins, s'il devait y avoir des débats, à vous de me contredire quelque part, il y a minoration. Chez nous en Algérie, il y a minoration linguistique et il y a insécurité linguistique. Sommes-nous toujours à l'aise dans nos langues? Est-ce que vis-à-vis de l'autre qu'il soit de la même nationalité algérienne, mais qui parle autrement, ou bien qui parle un parler, ou bien qui utilise une variante autre, sommes-nous toujours en sécurité linguistique quand nous discutons, quand nous parlons avec l'autre, avec lui, l'autre donc l'Algérien principalement, les autres Algériens, je dirais, et les autres c'est principalement quand ils sont étrangers, des étrangers Donc je pose qu'il y a donc des locuteurs qui infériorisent malheureusement, c'est-à-dire que la chose elle s'opère aussi par l'intermédiaire des locuteurs. Ce n'est pas les autres qui infériorisent nos langues, nous-mêmes tombons dans ces problèmes en minorisant nos langues, en infériorisant plutôt nos langues. Et il y a une mise en situation de devoir utiliser des langues autres que maternelles. Quand je dis mise en situation, c'est-à-dire une école, des institutions, des appareils d'État qui nous obligent à utiliser des langues qui ne sont pas nos langues maternelles. Et il y a bien longtemps, avant l'officialisation de Tamazight, et bien après, avant l'officialisation de Tamazight, on ne pouvait même pas. On était dans le droit, ou bien l'administration était dans le droit d'exiger de nous de ne pas parler en Tamazight. Heureusement, plus maintenant, devant un juge, devant un commis de l'État, nous sommes dans le droit. Même si cette officialisation du Tamazight n'est pas n'est pas achevée, voilà, mais toujours est-il, c'est un droit. Elle nous offre le droit quand même d'user de cette langue, même devant des commis, et à titre officiel. Donc pour moi, il y a quelque part minoration de fait. Il y a minoration et insécurité. Je prends c'est pas ces mots, c'est pas ces termes que je vais discuter. Je ne vais pas parler de minorité linguistique. J'ai préféré parler de minoration en termes de processus. Les mots, les termes qui se terminent par sion et ation, généralement, ça dessine un processus plutôt que minorité, par exemple. Minorité, c'est un État. Y a-t-il une minorité linguistique en Algérie? Mais je considère à des degrés, et entre guillemets, je pourrais considérer qu'il y a un processus qui pourrait mener vers une minorisation et une minoration. Philippe Blanchet utilise les deux, les linguistes, les sociolinguistes utilisent les deux. Il y a minorisation et minoration, et je ne peux pas rentrer dans les détails de l'explication de la différence entre concepts. Ce n'est pas seulement l'aspect quantitatif. Une minorité, une minoration, ce n'est pas seulement un groupe de personnes qui sont quantitativement moins nombreux dans leur pratique linguistique. Insécurité linguistique fait de considérer sa façon de parler comme dévalorisante tout en ayant en tête, comment on revient, tout en ayant en tête un autre modèle considéré plus prestigieux. Voilà, dans mon cas, je considère qu'il y a minoration et insécurité linguistique. Mais je pose le pourquoi. Le pourquoi de cette minoration, en dehors de tout ce qui est idéologie qui a mené, en plus de ce qui est politique linguistique qui ont mené vers cela, nous avons souffert d'une politique linguistique qui a mené vers
une insécurité, une insécurisation dans l'usage de nos langues et dans nos pratiques. Tout de même, aussi, je pose et je relie ça à l'oralité. C'est ce qui m'intéresse dans cette problématique que je vous présente aujourd'hui. Je relie la minoration et l'état dans lequel se retrouvent nos langues maternelles, principalement le tamazight, je le relie à l'oralité, à l'oralité, au concept d'oralité, et je vais vous en parler. Les langues maternelles viennent d'une ou demeurent dans une oralité souvent négativement perçue. Elle est négativement perçue et on profite. Il y a des acteurs, il y a des situations qui profitent du fait que cette oralité déteint en quelque sorte ou bien caractérise les langues maternelles de sorte que l'on puisse avoir une image, un point de vue qui fait que c'est des langues orales, donc du coup, c'est pas la peine de s'y intéresser. C'est pas la peine de s'intéresser à ces langues. On pose cela, cette oralité, comme étant un point négatif que l'on jette en quelque sorte au visage de ces langues, si c'est une façon de parler, de ces langues pour les maintenir dans un état de minoration. Donc, en ce qui me concerne, je dis que je plaide pour l'idée que nous sommes minorisés quantitativement par le fait que on veut faire croire que nos sociétés, nos langues maternelles, parce qu'elles sont dans l'oralité, donc elles ne peuvent que rester dans l'oralité. Il n'y a même pas possibilité d'aller vers l'écriture, le processus d'écriture. Regardez donc, qu'est-ce que l'oralité? Elle est toujours négativement définie. Le concept, qu'est-ce qu'elle nous dit? Camille Lacoste du Jardin, c'est elle normalement, oui, c'est Camille Lacoste du Jardin. Regardez, qu'est-ce qu'elle nous dit du concept d'oralité? Le concept d'oralité se définit la plupart du temps négativement. Il prend place dans une topique dualiste qui le réfère négativement à l'écriture. L'oralité, c'est ce que l'écriture n'est pas. C'est ce dont on rend compte la qualification des sociétés orales comme des sociétés sans écriture, par opposition à celles qui en sont pourvues. Donc les sociétés orales, ce sont toujours des sociétés auxquelles quelque chose manque. Alors, on veut nous faire demeurer dans cette oralité. Et je reviens à une enquête que j'ai faite en 2015. En 2015, regardez qu'est-ce qui ressort de cette... Pourquoi ça ne marche pas? Résultat d'une enquête à propos de l'usage des langues dans les entreprises. Elle est faite en 2015. Regardez les représentations qui découlent de cette enquête que j'ai faite ici à Béjaïa, mais elle concerne principalement des entreprises. Pourquoi elles n'utilisent pas tamazight? Tamazight prise comme étant la langue normée quelque part, ou bien que l'on essaye de normer, même si on peut l'utiliser pour dire aussi le kabyle, le chewi, le téchilhit et autres. Tamazight, regardez à tamazight. Relégué dans la sphère de l'oralité. C'est ce qui ressort de cette enquête. C'est ce qui ressort de cette enquête. On veut toujours nous reléguer à cette sphère de l'oralité. Nous sommes que dans cet axe. Regardez maintenant, encore un autre argument. J'utilise ici le karim, ce que Khawla Talib Ibrahimi appelle le karim magique des langues. Je ne sais pas pourquoi magique. Elle l'a appelé comme ça. Ce n'est pas mon appellation. Le carré magique des langues, elle parle de l'arabe classique, de l'arabe dialectal. Regardez à droite, voilà à droite, l'arabe dialectal et ce qu'elle a appelé berbère dialectal, quelque part. Donc le français et l'arabe scolaire. Elle fait la distinction entre arabe classique et arabe scolaire. Et elle nous donne à partir des travaux
qu'elle a fait. Donc c'est un travail qui découle aussi de sa thèse. Elle a travaillé. C'est donc les Algériens et leur langue. Regardez toutes les représentations et toutes les idées que l'on se fait de ces langues. Je ne sais pas, elle ne dit pas directement est-ce que ça ressort d'une enquête aussi, mais c'est un travail aussi qui est en référence à sa thèse. Pour ce qui est de l'arabe classique, image réconfortante du passé prestigieux, essence divine et sacrée, langue de grande culture. On a parlé ce matin de représentations. On ne va pas discuter des représentations. Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont fausses? Les représentations, elles ne sont pas là pour être vraies ou fausses. On se fait des représentations et on y croit. Les gens peuvent croire les représentations qui se font des langues. Donc, du coup, la question de savoir est-ce qu'elles sont vraies ou fausses ne se pose pas pour les représentations. Je vois comme ça, telle langue. Pour moi, c'est comme ça qu'elle est. Donc, il ressort de l'arabe classique, en termes d'expression, qu'est-ce qu'elle exprime, cette langue? Expression du moi mythique, excluant l'autre. Donc, l'arabe classique, il est dans la sphère de l'exclusion. Il exclut l'autre, qu'il soit le français ou bien celui qui ne s'inscrit pas dans cet arabe classique. Mais il est mythifié aussi. Communauté arabo-musulmane, c'est la Oumma. C'est la Oumma qui dépasse le cadre national algérien, le cadre. Mais en arrivant à l'arabe scolaire, vous verrez que c'est lui, l'arabe scolaire, j'arriverai d'ici quelques secondes, l'arabe scolaire, c'est lui qui est inscrit dans la nation. Donc, l'arabe classique, c'est la supranation, la Oumma, si vous voulez, et l'arabe scolaire, elle l'inscrit dans Khawla Talib Ibrahim, elle l'inscrit dans la nation algérienne. Donc, l'arabe scolaire appartiendrait davantage à l'algérianité, selon, bien sûr, ça ne veut pas dire que je partage ce point de vue, mais l'arabe classique, il est supra, il est posé comme dépassant les cadres nationaux, le cadre national. Donc regardez l'arabe dialectal et les langues que l'on considère comme étant populaires. Langue populaire, limitée, mélangée, mais expression de la culture et de l'authenticité populaire. Je passe rapidement parce que je veux aboutir à l'oralité. Je veux que aboutir à cela, c'est ce qui m'intéresse le plus. Comment l'oralité bloque, mais il y a lieu de parler d'oralité primaire et d'oralité secondaire. J'explique en quelques moments cela. Mais regardez, retenez s'il vous plaît quelques éléments en rapport à ça. Donc l'arabe dialectal et le berbère dialectal, ce qu'elle appelle le berbère dialectal. Moi aussi, ailleurs, je n'en ai pas entendu. Je n'ai pas entendu ailleurs une dénomination, une nomination pareille, mais elle inclut dans la même sphère ce qui est appelé arabe dialectal et berbère dialectal. Voilà, je le résume. Regardez le résumé qui sort de ce tableau, ou bien du carré magique. L'arabe classique, regardez ce qui est écrit en rouge. En rouge, c'est l'aspect négatif, l'exclusion de l'autre. C'est tout ce qui est négatif de cet arabe classique. Toujours à partir du tableau. Hein. L'arabe scolaire, difficile rencontre, il ne nous permet pas d'aller vers l'autre aussi. Même l'algérien qui est l'autre, mais qui pourrait le parler, qui n'est pas, à vrai dire, une langue populaire, mais qui pourrait, s'il y a des locuteurs qui veulent parler, qui s'inscrivent dans le fait de parler dans leur quotidienneté, par exemple, qui veulent parler cette langue, tant mieux s'il s'éteint, s'ils veulent parler cette langue, quelque part, vous voyez, je ne suis même pas arrivé à l'essentiel. Donc, regardez, tout ce qui est en rouge, c'est l'aspect négatif, c'est le français, c'est l'arabe dialectal, c'est le berbère qui sont plutôt négativement perçus.
Voilà. Maintenant, par rapport à la violence symbolique de laquelle je dois parler, il faut retenir qu'avec, par exemple, là j'utilise les concepts de, par exemple, propres à Pierre Bourdieu, dans la sociologie bourdieusienne, on va parler de capital en général et de violence symbolique. Capital symbolique. La langue est en elle-même déjà un capital symbolique qui est toujours utilisé dans des sphères de pouvoir où, grâce à cela, elles peuvent atteindre aussi le pouvoir. Est un facteur de pouvoir et de domination. Donc, du coup, on maintient ces langues dans l'oralité. C'est ce que j'essaie d'argumenter depuis tout à l'heure. Elles sont maintenues. Et c'est un fait de violence, quelque part, de devoir et de vouloir maintenir par des appareils de l'État, par des acteurs économiques et par différents acteurs qui sont dans les sphères du pouvoir d'une manière ou d'une autre. Ils maintiennent cette idée d'oralité et ils maintiennent les langues maternelles dans l'oralité. C'est un fait de violence, quelque part, une violence symbolique. Contrairement à la violence physique, la violence symbolique, elle est insidieuse. Elle ne se remarque pas directement. La violence physique, on constate du coup physiquement les cas. Mais regardez le schéma en quelque sorte qui peut sortir de là. Il y a minoration, marginalisation des langues, et à partir de là, il y a violence symbolique, et l'Algérien subit cette violence et participe. Pierre Bourdieu et les autres signalent déjà, et beaucoup de sociologues signalent déjà, cette participation des acteurs à se maintenir eux-mêmes dans la violence, se maintenir eux-mêmes dans un état de minoration. Comme si, rappelez-vous cette idée de l'esclave qui ne veut pas se défaire en quelque sorte de ses chaînes. Pierre Bourdieu nous signale justement que quelquefois, le dominé participe au maintien de sa domination. Au maintien de sa domination. Du coup, il y a déstabilisation de l'image de l'Algérien. Je peux extrapoler pour ne pas parler seulement du Kabyle en général, de l'être Kabyle, de l'être Chewi, de l'être Tergui, mais l'Algérien dans sa globalité est déstabilisé dans son image identitaire et linguistique et dans l'image sociale en général. Et ça maintient donc, et cette violence symbolique est maintenue. Il faut donc, quelque part, je pose l'hypothèse de devoir sortir de cette violence. Comment guérir de cette violence? Comment mettre fin à cet état de fait? L'hypothèse serait donc de cultiver en chaque individu la nécessité de dépasser le cap de l'oralité, nécessité d'écrire dans sa propre langue maternelle. Ce n'est pas un vœu comme ça, juste comme ça, il faudrait que l'on écrive par sa langue maternelle, juste parce que les autres écrivent par leur langue maternelle. L'obligation d'écrire par sa langue maternelle ne doit pas être freinée par les discours utilitaristes. Donc, ça, c'est des discours utilitaristes qu'il faudrait savoir dépasser non seulement par militantisme. J'ai écrit avec la langue qui me permet de gagner mon pain. Ça, quelque part, il faudrait dépasser ce cap pour sortir de cette violence que l'on s'inflige aussi à soi-même le plus souvent. Comment en quelque sorte je passe ça, ce dépassement de l'oralité, j'explique un fait, j'espère que j'aurai le temps pour cela. J'explique une distinction entre, là je fais la référence à un auteur, John Walter John Hong, c'est un Américain. Il parle d'oralité primaire et d'oralité secondaire. Nous devons atteindre l'oralité secondaire. Mais le problème, c'est que quelque part, l'oralité secondaire passe par l'écriture. Regardez, c'est un disciple, quelque part, si vous voulez, de quelqu'un qui a écrit un livre assez intéressant aussi, ou bien très intéressant, si vous connaissez Marshall McLuhan, La galaxie Gutenberg. Lui aussi, et il parle de l'imprimerie, comment la fabrication, l'élaboration de l'imprimerie a agi même sur notre cerveau. Elle a fait en sorte que la pensée humaine, en quelque sorte, change
la réflexion, le raisonnement a changé grâce à l'invention de l'imprimerie. C'est une révolution en soi, l'imprimerie. C'est ce que soutient Marshall McLuhan dans La Galaxie Gutenberg. C'est un livre en 2 volumes. Donc, est venu plus tard Walter G. Hong pour nous parler de l'écriture et d'oralité primaire et d'oralité secondaire. L'oralité primaire, distinction, regardez, la forme la plus authentique de la pensée, une forme que l'apparition de l'écriture serait venue à un certain moment dénaturer ou du moins modifier. L'oralité primaire, c'est celle dans laquelle existent nos sociétés, la société kabyle. Elle a encore des restes de cette oralité, plus encore que les sociétés françaises, même arabes ou autres. Il reste quelques indices, même le fait de soutenir à l'oral sa thèse de doctorat, son mémoire de magistère, son mémoire de master, c'est des restes de cette oralité primaire. Mais il y a une oralité secondaire. Qu'est-ce que l'oralité secondaire? C'est ça ce dont je veux parler aussi. À vrai dire, regardez, les technologies modernes ont changé un peu le cap, ont changé un peu nos visions, même de l'oralité. Celle qui a été mise en place grâce aux moyens offerts par les technologies électroniques. Elle est artificielle, à la différence de l'oralité primaire qui, elle, est naturelle. Nous sommes plus dans le naturel en étant dans l'oralité primaire. L'oralité secondaire nécessite un passage par l'écriture quelque part. Mais regardez par exemple les réseaux sociaux. Vous pouvez écrire un message, mais en même temps, vous pouvez appuyer sur un bouton sur votre smartphone et envoyer un message oral. Ça joue sur les deux en même temps. Ces techniques, ces technologies ont fait naître ce que certains spécialistes de la communication, certains spécialistes de la sociologie ont aussi appelé l'oralité secondaire. Voilà, c'est une forme hybride d'écriture et d'oralité qui a la particularité, 2 minutes et demie, d'être absolument indissociable des nouvelles technologies de communication nées avec l'informatique, les réseaux et les interfaces utilisateurs des ordinateurs. Ça, c'est un spécialiste aussi qui définit, et je vous donne maintenant juste un tableau et je termine avec ça, un tableau qui distingue entre l'oralité et l'écriture pour voir de quelle manière on est maintenu dans l'oralité primaire, mais notre société, en tant que telle, société kabyle, société algérienne, doivent passer à cette oralité secondaire, mais nécessité de passer par l'écriture. Si on compare maintenant avec l'écriture, l'oralité primaire, cette comparaison, c'est par l'intermédiaire du livre de J. Walter Hong que j'ai résumé ça. C'est des caractéristiques, ce n'est pas moi qui les ai élaborées. C'est la manière avec laquelle il nous fait distinguer entre oralité et écriture. Regardez l'oralité, elle est collective. Par exemple, si nous sommes dans la pure oralité, comme maintenant, je serais un fou, par exemple, d'exposer oralement mon sujet, n'est-ce pas? Je vais l'exposer. Si c'était à l'écrit, je vais l'exposer plus tard, tout seul. Mais l'oralité suppose le collectif, au moins le binôme, au moins le deux, le binaire. Être à deux pour parler. Donc l'oralité suppose la collectivité. Mais l'écriture suppose l'individualité. Vous écrivez une lettre, un auteur qui écrit un roman, l'acte d'écrire lui-même, il suppose l'individualité. Il appelle l'individu à intérioriser davantage l'acte lui-même dans lequel, et l'état dans lequel il est. Regardez, toutes les caractéristiques de l'oralité tendent à aller dans le collectif, à aller dans l'intériorité. Plutôt, regardez l'écriture, elle segmente, elle sépare, c'est des unités, c'est des individualités. Regardez maintenant la société dans laquelle nous figure quelque part la société kabyle. Regardez de quelles caractéristiques que j'ai retenues par l'intermédiaire de Mouloud Mamri, comment il décrit la société kabyle, plus ou moins, même bien sûr, il y a des changements. La société, c'est le groupe qui prime. Nous avons toujours quelque part souffert aussi de ça, l'individualité, l'individu kabyle, algérien, même à une sphère
plus grande, l'individu n'arrive pas à exister en tant que tel. C'est le groupe, quelque part, il doit faire... nous avons des restes de ces réactions, même de nos jours. Nous devons satisfaire le groupe davantage plus que nous. Même dans les mariages, par exemple, les mariages, c'est une question de groupe. Mais, même si de nos jours aussi, un couple peut se choisir sans le consentement des deux familles. Mais globalement, par exemple, dans la société algérienne, le mariage, c'est une affaire de deux familles et de tout le groupe. Vous voyez, donc, les caractéristiques de la société tendent à nous maintenir dans cette oralité. En somme, c'est cette posture entre la nécessité inconsciemment de demeurer dans l'oralité primaire sans nous offrir l'occasion d'aller vers l'écriture, ensuite vers l'oralité secondaire. C'est ça qui fait que nous sommes un peu dans l'entre-deux-chaises. Dans l'entre-deux-chaises, notre société n'arrive pas à aller davantage vers ses langues maternelles, vers une prise en charge concrète de ces langues maternelles. Je pose directement, si j'avais beaucoup de temps, j'aurais voulu qu'on parle, par exemple, du sens, comment il circule dans notre société. C'est des mécanismes oraux qui font circuler le sens chez nous. L'intellectuel, s'il est supposé savoir écrire, il n'est pas reconnu en tant que tel. Croyez-vous que vraiment l'intellectuel, au sens plein du terme, à la manière même occidentale, agit dans notre société, sur notre société? Principalement, davantage quelquefois, c'est des chanteurs, c'est des influenceurs sur les réseaux sociaux, youtubeurs, qui peuvent influencer davantage qu'un intellectuel notre société. Vous voyez? Donc, tout ça, malheureusement, regardez. Là, c'est Walter Hong, c'est le livre duquel je vous parle, c'est l'auteur qui dit ça. Toute pensée est dans une certaine mesure analytique. Elle divise son sujet en différents éléments. L'examen abstrait de phénomènes ou de règles données, qu'il soit séquentiel, l'examen, s'il est séquentiel, s'il est classificatoire ou s'il est explicatif, est impossible sans les lectures et la lecture. Si on ne fait pas dans l'écriture et si on ne fait pas dans la lecture, dans le fond, on ne peut pas analyser, on ne peut pas étudier au sens plein du terme. C'est Walter G. Hong qui le dit. C'est pour cela que nous paraissons comme ayant une certaine sagesse, comme une société qui produit des comptes, mais en même temps, c'est une société à laquelle il manque quelque part le fait d'étudier au sens scientifique plein du terme. Regardez la suite. Les hommes issus de culture orale primaire, et je termine, apprennent énormément, possèdent et exercent une sagesse considérable, mais ils n'étudient pas. C'est Walter G. Hong qui le dit. Finalement, c'est applicable même chez nous. Vous verrez quelqu'un qui paraît comme plein de sagesse, mais est-ce qu'il y a une analyse? Est-ce que nous savons analyser nos sociétés? Est-ce que l'analyse intellectuelle qui sort de l'université, par exemple, pourrait influer sur nos sociétés? La question se pose. Quel est le rôle même de l'université chez nous, dans notre société? Toutes ces considérations peuvent être élargies. Ce n'est pas seulement dans le cadre d'une étude sur les langues maternelles. Malheureusement, je n'ai pas le temps pour parler de cela. Femousni aussi, je reviens à Femousni. Regardez, et je termine, et je le dis. Femousni, qu'est-ce qu'il nous dit, Mouloud Mamri? Il nous dit que c'est des mécanismes qui sont toujours influencés par l'oral ou qui passent par l'oral, qui sont exercés dans la société. C'est par ces mécanismes que passe la Femousni. Femousni, c'est celle-là qui fait circuler le savoir dans la société kabyle principalement. Je parle principalement ici de la société kabyle. Donc, je pose la conclusion que l'oralité secondaire serait quelque part une chance pour les langues maternelles, savoir saisir l'opportunité de la subsistance de certains réflexes dus à l'oralité primaire pour les rentabiliser pour une meilleure maîtrise de l'oralité secondaire. Ne pas avoir le complexe de tenter tout en Tamazight. Il faut que l'on fasse tout
pour ne pas attendre qu'un certain lexique soit prêt, qu'une certaine norme soit encore plus ancrée, une norme au sens même linguistique du terme. Regardez comment on écrit sur Facebook. On ne respecte aucune norme. Thura, je peux l'écrire T-H-O-U-R-A, alors que normativement, il doit s'écrire T-U-R-A. T-U-R-A. Mais vous voyez, tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux, ils ne se disent même pas qu'il soit nécessaire de respecter une norme quelconque. La question se pose pour tout ça. Pour gagner, là je termine, c'est la dernière fois que je le dis, je termine avec un homme, une femme plutôt politique hongroise. Pour gagner sur le marché des langues, pour gagner des parts de marché, il n'est pas suffisant de diffuser sa langue. Il faut également pouvoir transmettre ses valeurs. Voilà, et il y a beaucoup de choses dont j'aurais voulu que l'on parle, mais 20 minutes finalement, c'est pas tout à fait suffisant. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Même 30 minutes, apparemment, c'est pas suffisant. Même 30 minutes, excusez-moi, j'ai pris 30 minutes donc. Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie, M. Haddad. On aurait aimé vous accorder plus de temps, tellement que ce que vous dites est très intéressant et très innovant, surtout par rapport à la démarche à suivre pour passer de l'oralité primaire à l'oralité secondaire en passant par l'écriture. C'est très, très intéressant. Je vous propose de mettre ça sous forme d'une conférence, au moins sur Internet, pour faire bénéficier plus de monde de cette recherche très, très raffinée. Merci, M. Haddad. Je passe directement le pointeur. Donc, je passe directement la parole à M. Bessaïa pour nous parler un petit peu de l'insécurité linguistique en kabylien, conséquence d'une glottophobie. Voilà, sous forme d'une question. Voilà, donc comme vous voulez, M. Bessaïa. Merci. Je vous en prie. Bonjour tout le monde. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. Je remercie les organisateurs de cette journée d'études qui nous ont offert l'opportunité d'échanger sur nos thématiques de recherche. Donc, comme vous voyez, dans cette communication, je m'interroge sur deux notions clés en sociolinguistique, à savoir la notion de l'insécurité linguistique et de la notion de la glottophobie à travers un exemple pratique. Donc là, dans l'intitulé de ma communication, il manque une petite précision. Mon enquête, je l'ai réalisée dans une région particulière en Kabylie, à savoir la région du Sahel. Donc, notre recherche fait état des résultats d'une enquête sociolinguistique consacrée à la variété du kabyle parlé dans les régions de la Kabylie maritime ou ce qu'on appelle communément Sahel. Donc, je travaille uniquement sur une variété du kabyle, à savoir le tessahlite. Donc moi, je m'intéresse beaucoup plus sur les discours, épilinguistiques et non pas sur les propriétés formelles de cette, contrairement à plusieurs travaux. La majorité des travaux sur tessahlite ont porté sur les propriétés, c'est-à-dire les caractéristiques linguistiques de cette variété, mais moi, je l'ai étudié du côté des discours sur cette variété. Donc elle se donne ainsi comme objectif de partir à la recherche des sources, des manifestations et des conséquences de l'insécurité linguistique chez des locuteurs de cette région. Nous nous interrogerons également sur les liens entre l'insécurité linguistique et la glottophobie, à travers justement l'enquête que j'ai menée dans cette région. D'ailleurs, je vais anticiper un peu les conclusions de ma recherche. On verra d'ailleurs que l'insécurité linguistique est les résultats en quelque sorte d'une glottophobie vécue par les locuteurs tessahlitophones. Mais avant de présenter un peu les résultats de mon enquête, je voudrais revenir un peu sur les deux notions sur lesquelles
se repose ma recherche, à savoir la notion de l'insécurité linguistique et la notion de la glottophobie. Donc je commencerai par définir la notion de l'insécurité linguistique. Donc c'est une définition de Aude Bretenier, c'est une sociolinguiste qui a beaucoup travaillé sur ce concept-là de l'insécurité linguistique, notamment dans une île française, l'île de La Réunion. Donc elle dit, je cite, « L'insécurité linguistique correspondrait globalement à la perception par un locuteur d'une distance entre sa propre façon de parler et celle qui est socialement définie comme correcte. » Je vais passer à la définition de la glottophobie. Donc, bien sûr, j'ai tiré la définition de Philippe Blanchet, qu'il a développé dans un livre qu'il a publié en 2016, donc qu'il a consacré justement aux discriminations linguistiques. Donc, pour lui, le concept de glottophobie, il le définit ainsi. Donc, c'est tout ce qui est mépris, le mépris, la haine, l'agression, le rejet, l'exclusion des personnes. Discrimination négative, effectivement, ou prétendument fondée sur le fait de considérer incorrectes, inférieures, mauvaises certaines formes linguistiques. Donc on verra comment cette notion de glottophobie va nous aider à comprendre justement ce phénomène d'insécurité linguistique. Je vais essayer de donner quelques repères sociolinguistiques avant de présenter donc les résultats de mon enquête. Donc, ça, normalement, c'est connu quand même, je vais le répéter. Donc, la langue berbère est composée de plusieurs variétés. Il y a ceux qui les considèrent comme des langues, qui sont parlées dans une dizaine du pays. Donc, la variation linguistique est tellement importante dans le domaine berbère que des linguistes s'interrogent encore aujourd'hui sur l'existence d'une ou de plusieurs langues berbères. Il y a ceux qui considèrent par exemple le kabyle, le chewi, le tergui, etc. comme des variétés du berbère. Il y a ceux qui les considèrent comme des langues à part entière. C'est-à-dire le kabyle c'est une langue, le chewi c'est une langue, etc. Le débat est toujours, donc je dirais, d'actualité. Donc on a l'Algérie, la Kabylie et la communauté berbérophone, selon Chaker bien sûr, qui contient le plus grand nombre de locuteurs. Donc le kabyle est parlé par 2/3 de la population berbérophone d'Algérie, lequel se compose de plusieurs variétés à référence régionale, donc dans le Tessahlite. Donc Tessahlite, c'est une, je dirais, variété du kabyle. Il faut savoir qu'il y a plusieurs découpages des parlers de la région de Kabylie. Il y a plusieurs découpages qui ont été proposés, mais c'est très classer les parlers kabyles, c'est pas une chose aisée. Donc leur classification est très complexe. Parce que les frontières d'une variété, ce n'est pas facile de les définir. Déjà, entre deux villes voisines, il y a toujours une variation, il y a des phénomènes de variation importants, ce qui rend la chose, la tâche très difficile. Donc, excusez-moi. Pour moi, j'ai retenu dans le cadre de cette recherche 3 grands espaces géographiques, à savoir dans la région du Sahel, la vallée de la Sommam et la Grande Kabylie. En fait, ici, c'est un classement, je dirais, ordinaire. Pourquoi ? J'ai pris en considération le classement des locuteurs et pas celui des linguistes. Il faut souligner que parmi les différentes variétés locales du kabyle, celle de la Grande Kabylie, donc Tizi Ouzou, est la plus connue et bénéficie d'un certain prestige. Donc, le plus connu, pourquoi ? Parce que c'est celle qui a été le plus, je dirais, étudiée. Donc, pour ce qui est de la variété que j'ai étudiée, le Tessahlite est parlé dans la partie orientale de la Kabylie, c'est-à-dire à l'est et au sud de Béjaïa. Elle s'étendait jusqu'aux frontières des wilayas de Jijel et de Sétif. Justement, en raison de son éloignement géographique, cette variété se distingue de ses pairs par différents traits linguistiques, à savoir à la fois sur le plan phonétique, morphosyntaxique, lexical et sémantique. Par exemple, sur le plan phonétique, la majorité des gens d'ailleurs de Sahel reçoivent des remarques dans ce sens par rapport à leurs traits phonétiques un peu particuliers. Donc sur le plan phonétique, le Tessahlite comporte des traits phonétiques lui conférant une identité phonétique particulière. C'est ce qu'a souligné Galaoun dans son article qu'il a publié en 2019. Il fait remarquer qu'en termes de dialectologie perceptuelle, les systèmes phonétiques des parlers tessahlite
individualisent grandement ces derniers, des blocs voisins. Ce sont d'ailleurs ces systèmes qui sont utilisés localement par les locuteurs pour séparer l'air tessahlite de l'air kabyle dans leur zone de contact. J'insiste ici sur les parlers de tessahlite. Ça ne veut pas dire que lorsque je parle de la variété tessahlite, ça veut dire qu'il y a une seule variété. Bien sûr, à l'intérieur, tellement il y a une variation, il y a des sous-variétés à l'intérieur de cette variété que j'ai étudiée, qui est donc le tessahlite. Toujours, les particularités linguistiques liées à ce parler posent quelquefois des problèmes d'intercompréhension. Ce n'est pas toujours le cas, mais des fois, il y a des problèmes d'intercompréhension liés à ces particularités. D'ailleurs, c'est ce qu'a souligné Kemel Neizerred, c'est un berbérisant qui a travaillé sur cette variété. Il souligne que les sous-variétés contiguës linguistiquement très proches, alors que celles situées aux extrêmes sont plus proches du dialecte avec lequel elles sont en contact. Le Chewi pour la Kabylie extrême orientale et l'intercompréhension entre elles est plus difficile. Donc j'ai réalisé une enquête. Donc la nécessité d'avoir des résultats à la fois quantitatifs et qualitatifs nous a conduit à mettre en place un double appareillage méthodologique. J'ai réalisé une enquête qualitative et une autre enquête quantitative. Dans un premier temps, nous nous sommes servis de questionnaires. Donc ici, j'ai administré un questionnaire auprès de 163 informateurs et j'ai réalisé une dizaine d'entretiens semi-directifs. Enfin, j'ai jumelé un peu ces deux techniques pour combler justement les lacunes de chacune des deux. C'est-à-dire le questionnaire et la ses faiblesses, j'ai essayé de les combler à travers les entretiens et les faiblesses aussi de l'entretien, j'ai essayé de les combler à travers le questionnaire. Donc voici à peu près la région sur laquelle j'ai travaillé. Donc c'est un peu l'extrême, c'est les frontières de la wilaya de Béjaïa. Pour ce qui est de l'approche adoptée, il faut savoir que l'insécurité linguistique, il y a deux perspectives possibles. On peut analyser l'insécurité linguistique dans une perspective interlinguistique, c'est ce qu'a fait tout à l'heure mon collègue M. Haddad, et c'est ce que j'ai fait aussi dans certains de mes travaux, comme on peut analyser l'insécurité linguistique dans une perspective intralinguistique. Ça veut dire, quand on s'intéresse à l'insécurité dans une perspective interlinguistique, on s'intéresse au rapport de force entre les différentes langues qui ne sont pas toujours apparentées. Par exemple, moi personnellement, dans le passé, j'ai travaillé sur les rapports de force entre les langues au sein de la ville de Béjaïa, entre le kabyle, le français, l'arabe, etc. Ça, c'est une étude dans une perspective interlinguistique. Comme on peut analyser l'insécurité linguistique dans une perspective intralinguistique, c'est ce que j'ai fait dans cette recherche, c'est-à-dire je m'intéresse au rapport de force entre des variétés du même langue, c'est-à-dire lorsqu'on s'intéresse justement à la variation au sein du même langue. Pareil, dans l'approche adoptée, Marie-Louise Moral parle de deux types d'insécurité, c'est-à-dire deux manières d'analyser l'insécurité. Il y a ce qu'on appelle l'insécurité dite et l'insécurité vécue. Quand on s'intéresse à l'insécurité dite, on est obligé de prendre en considération, de récolter ce qu'on appelle des discours épilinguistiques. Et parce que dans ces discours-là, il y a des marques qui révèlent justement ce sentiment d'insécurité linguistique. Donc à travers ces discours-là, sur les langues, sur les variétés de langues, on repère les marques d'insécurité linguistique. L'une des marques, des symptômes majeurs de cette insécurité, c'est l'autodévalorisation de sa propre langue ou variété de langue. Quand on s'intéresse à l'insécurité agie, ça veut dire qu'elle est perçue au travers des pratiques, des comportements langagers comme le bégaiement, la répétition, l'hésitation, le silence, l'hypercorrection, etc. Donc ici, on s'intéresse à des marques linguistiques de cette insécurité. Donc pour ce qui est je vais vous épargner tous les détails de mon enquête, les caractéristiques de mes enquêtes, etc. Parce que vu le temps qui m'a été imparti, je suis obligé d'aller vers le noyau de mon enquête. Donc il faut, alors je dirais, même s'il n'y a pas de norme officiellement reconnue, c'est pas le berbère, c'est pas comme le français ou l'anglais, c'est-à-dire il y a une norme de référence. Les diverses variétés du kabyle ne sont pas perçues de la même façon en Kabylie.
Certaines variétés sont valorisées, voire survalorisées, et d'autres font face à une certaine dépréciation. Le tessahlit est souvent dévalorisé. Donc, je vais essayer maintenant de présenter donc mon questionnaire. Par exemple, quand il y a 34 questions, mais je ne vais pas pouvoir présenter toutes les réponses à ces questions. Donc, j'ai choisi quelques-unes et je vais illustrer les réponses à travers des extraits d'entretien. Alors, j'ai posé la question, elle est formulée ainsi. La première, on dit qu'il y a des endroits où l'on parle mieux kabyle qu'ailleurs. Selon vous, où parle-t-on le mieux kabyle à Béjaïa? Donc, l'examen des résultats pour l'ensemble de la population enquêtée fait apparaître que plus de 41% des répondants ont cité une région qui n'est pas la leur. C'est-à-dire quand on fait l'addition des réponses, la vallée de la Sommam et la ville de Béjaïa, on aura un pourcentage de 41%. Donc ce sont des réponses des locuteurs de Tessahlit. Donc c'est une enquête que j'ai réalisée auprès des locuteurs. Peut-être dans le futur, je compte réaliser une enquête comment cette variété est perçue par les autres. Donc là, comment elle est perçue par ses propres locuteurs. Donc, comme on peut le voir dans cet extrait, je pense que nous parlons moins bien que les autres kabyles. Même si je suis de là-bas, je préfère Tessahlit, mais la vérité, Tessahlit est moins correct. Ils utilisent des mots arabes, français, il y a un mélange important. Le kabyle de Tizi Ouzou est plus raffiné, mais pas celui de Béjaïa et encore moins celui de Tessahlit. Donc la conception généralement répandue consiste donc à dire que les variétés du kabyle parlées dans cette région ne peut être la langue en quelque sorte de référence, comme dans cet extrait, le Tessahlit est considéré comme une variété qui résulterait d'un contact intense avec l'arabe. Il faut savoir, donc, la question de la qualité de la langue en Kabylie engendre un malaise profond et témoigne d'un fort sentiment d'insécurité linguistique. Une autre question, très proche de la première, donc j'ai posé une question qui a été formulée ainsi. À votre avis, le parler kabyle le plus raffiné, beau, élégant et celui de... On voit ici, il ressort de notre enquête qu'il y a plus de 46% de répondants, 46, qui ne tient pas le Tessahlit comme la variété du kabyle la plus raffinée. Observons ces propos récoltés auprès de l'une des informatrices. Donc, je cite là une des informatrices qui a participé à mon enquête, donc j'ai interrogé lors de mes entretiens. Donc elle dit, j'ai toujours pensé que la variété du kabyle parlé à Béjaïa est plus raffinée que Tessahlit. Il m'arrive souvent d'assister à des fêtes dans la région du Sahel et je ne parle pas Tessahlit. Même quand je suis là-bas, mes cousines et cousins me disent toujours pourquoi tu ne parles pas ta langue, rire, tu l'as changé, c'est pas bien. On me fait beaucoup de reproches par rapport à ma façon de parler. Mais moi, je leur dis que je parle comme je veux, que je considère la langue bougiote plus belle, plus raffinée, etc. Donc ce témoignage nous renseigne sur une attitude, je dirais, paradoxale. Les locuteurs attribuent la meilleure qualité de langue aux variétés parlées en dehors de leur région, mais en même temps, ils associent des valeurs négatives à ces mêmes variétés lorsqu'elles sont employées par un des leurs, qu'ils accusent de vantard, de frimeur, voire de renégat. Marie-Louise Moreau écrit à ce propos, d'une part, la culture ambiante indique un modèle linguistique aux individus, d'autre part, elle leur enjoint de ne pas l'adopter. Une autre question, est-il vrai que certains locuteurs du Sahel essayent d'effacer leur accent lorsqu'ils sont devant les autres kabyles? Donc, une très large majorité des personnes interrogées, parce qu'il y a quand même une relation entre la perception de sa variété, on est dans le domaine des représentations, et la pratique, et le comportement linguistique. Toujours, la représentation elle a un impact sur les pratiques linguistiques. Donc, une très large majorité des personnes interrogées, presque ici 73%, s'accordent à penser qu'il existe des locuteurs de leur région qui s'appliquent à perdre leur accent. La même réalité se dégage des entretiens, comme on peut le lire dans cet extrait. Donc c'est toujours des extraits que j'ai récoltés lors de mes entretiens. Si les locuteurs de ce régiolecte sont tentés par cet effacement d'accent, donc j'ai carrément oublié de
de commenter cet extrait. Donc je parle avec mes voisines en bougiote, presque, c'est la majorité qui fait ça, par exemple. Je n'ai pas corrigé les fautes de langue, hein, donc j'ai corrigé seulement quelques fautes d'orthographe. Donc je parle avec mes voisines en bougiote, presque c'est la majorité qui fait ça. Par exemple, on a d'autres voisins, ils sont de Kharata, à l'extérieur ils parlent le bougiote normal. Les gens du Sahel effacent leur accent plus que les autres, surtout ceux qui viennent s'installer à Béjaïa. Parce qu'eux-mêmes n'aiment pas leur langue. D'après mon expérience, je connais beaucoup de gens qui sont du Sahel et qui n'aiment pas leur langue. Ils effacent, ils changent de langue. Ils ne sont pas fiers. Si les locuteurs de ce régiolecte sont tentés par cet effacement d'accent, c'est principalement parce qu'ils subissent beaucoup de pression. La majorité donc de nos enquêtés disent déjà avoir reçu des excusez-moi. Excusez-moi. Donc l'insécurité linguistique peut mener une personne à abandonner la pratique de sa langue. Les raisons qui conduisent à l'abandon de l'emploi de cette variété sont nombreuses et varient selon les contextes et les individus. Nous pouvons tout de même dégager un trait commun. En général, ce sont des gens qui, pour la plupart, sont conscients de l'écart qui sépare leur variété des autres variétés du kabyle. D'ailleurs, par exemple, pour les jeunes universitaires, c'est surtout à l'université qu'ils découvrent réellement à quel point leur variété est différente. Il est frappant de constater que certains étudiants se sont même sentis rejetés durant les premières années de leur cursus universitaire. C'est ce qui se dégage dans ce qu'on peut lire ici. Moi, je suis plus à l'aise avec les gens du Sahel que les autres, parce que les autres se font des préjugés. En première année, j'étais la seule du groupe qui vient du Sahel. J'ai carrément voulu changer de groupe. La langue, elle pose problème des fois. On m'a un petit peu rejeté. Donc c'est ce qui m'a poussé à poser cette question. Avez-vous eu déjà des remarques sur votre façon de parler? Donc si les locuteurs de ce régiolecte sont tentés par l'effacement de l'accent, c'est principalement parce qu'ils subissent, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de pression. La majorité de nos enquêtés, donc ici 81%, disent avoir déjà reçu des remarques souvent péjoratives par rapport à leur façon de parler. Ils ont déjà subi des expériences où ils se sont sentis comme si leur kabyle n'était pas assez bon ou que leur langue était trop rapide, bizarre, compliquée, etc. Donc voici les remarques. Donc j'ai demandé à mes enquêtés, si vous répondez par oui, précisez quel type de remarques on vous a faites. Donc on voit qu'il y a beaucoup de remarques de type, c'est des moqueries carrément. On dit pourquoi vous parlez comme ça, marrante votre façon de parler, mauvaise langue, mauvais accent. Ce sont des remarques qu'ils ont déjà reçues. Hein. Votre kabyle est bizarre et incompréhensible, les gens se moquent de notre dialecte, vous êtes de telle région, on m'a pas compris, répétez en français ou en arabe, etc. Donc la majorité de nos enquêtés disent recevoir des remarques péjoratives par rapport à leur façon de parler. Elles sont nombreuses ces remarques et comme là, trop de rire, surtout des son niveau qui se croyaient kabyles plus que les kabyles, etc. Regardez un autre extrait. Les premiers temps, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. On se moquait de moi en disant que je suis tessahlite, que j'ai un accent bizarre. Vous imaginez, dès le primaire, les enfants ont déjà ce jugement négatif envers les gens du Sahel. Les élèves me disent « tu es du Sahel, tu ne parles pas bien, ta langue est bizarre ». Cet extrait montre à lui seul le poids des jugements portés sur cette variété. Donc j'ai posé aussi une autre question de type, donc à votre avis, le jugement que portent les Kabyles en général sur le parler du Sahel, est-ce qu'il est positif, négatif, il ne porte pas de jugement. Donc la perception de Tessahlite par ses propres locuteurs dépend ainsi des jugements portés par les autres locuteurs. Comme l'affirme Cécile Canu, elle dit « L'activité épilinguistique se nourrit des discours ambiants. C'est pourquoi nous avons interrogé nos informateurs sur l'image qu'ont les autres Kabyles en général de cette variété. Il semble y avoir un consensus parmi les locuteurs. La majorité d'entre eux, donc ici 73%, soulignent que la variété du Sahel est souvent perçue de façon négative en Kabylie. Dans cet extrait, l'un de nos enquêtés nous raconte à quel point ce phénomène
d'effacement de l'accent est important et touche même les petits enfants. Donc je termine dans une minute, Monsieur le Président. Même les enfants, il y en a ceux qui n'aiment pas Tessahlif. Par exemple, j'ai une nièce, elle habite dans la région du Sahel, elle a 8 ans, elle vient chez nous durant les vacances, donc elle a des amis, des voisines qui ont des petites fillettes de son âge, donc elle sort avec elles pour jouer et tout. Elle essaie toujours de parler comme elle me dit je n'aime pas ma langue, et après elle me dit Tessahlif, on ne comprend pas ce que tu veux dire, joue comme nous. Elle a déjà ce sentiment, elle commence déjà à dévaloriser donc sa langue. Cet exemple sur l'insécurité frappant, il montre l'ampleur de ce sentiment de malaise des locuteurs par rapport à leur usage. Annette Baudreau, une sociolinguiste canadienne qui a beaucoup travaillé sur l'insécurité, souligne que les discours négatifs sur les pratiques linguistiques des locuteurs sont reliés à une forme de rejet de l'autre et que les conséquences de ces discours sont énormes, comme certaines personnes n'osent plus parler. C'est la dernière question. Est-ce un jour quelqu'un s'est moqué de vous en raison de votre façon de parler? J'ai obtenu 52% des enquêtés ont répondu par oui. Il semble donc que l'insécurité linguistique découle en grande partie d'une glottophobie, c'est-à-dire un mépris, etc., vécu par les locuteurs de cette région. La glottophobie désigne chez Blanchet le mépris, la haine, l'agression, le rejet de personnes au regard de leur utilisation de formes linguistiques jugées comme inférieures ou incorrectes. Les témoignages que nous avons reçus démontrent que la glottophobie est très présente en Kabylie. La majorité des participants à notre étude ont vécu des expériences de glottophobie. Donc, j'ai mobilisé cette notion de glottophobie comme une cause de cette insécurité. L'une des causes, après il y a d'autres, bien sûr, c'est un des facteurs de cette insécurité ressentie dans cette région de Kabylie. Je vous remercie pour votre attention. Merci, M. Hussein. Du moins pour cette journée. Peut-être je vais commencer un peu d'une manière maladroite mon intervention, mais c'est une maladresse délibérée. C'est-à-dire je viens d'entendre par rapport aux deux interventions que j'ai écoutées, en dépit que c'est un débat qui nous concerne directement, linguistique algérien, toutes les références qui ont été citées sont françaises, canadiennes, etc. Bon, je ferme la parenthèse. C'est juste. Donc, moi, j'interviens littérairement dans ce débat sur la langue nationale. Je suis peut-être l'intrus de ce colloque qui est de nature linguistique, du moins. Merci. Donc, mon intervention s'intitule « La langue maternelle comme écart significatif entre horizon d'attente et expérience de lecture dans Le Fils du pauvre de Mouloud Farhoun et Nejmet de Kateb Yassine ». D'entrée de jeu, donc, je m'arrête un petit peu sur ce concept fondamental dans cette communication, à savoir l'écart significatif. Donc l'écart significatif renvoie à la théorie de lecture, la théorie de réception, de la Constance, de l'école de Constance allemande, représentée essentiellement par Wolfgang Heiser et Umberto Eco, ainsi que Eco, non c'est pas un allemand. Non, c'est pas un algérien. Mais la théorie de la lecture, elle est élaborée essentiellement par les Allemands. Donc, ce concept de l'écart significatif, c'est tout simplement
la lecture. C'est la lecture que quelqu'un peut faire d'une œuvre littéraire pour assurer la pérennité de cette œuvre, pour la faire vivre en fait, pour qu'elle ne soit pas une œuvre qui gît dans les bibliothèques et dans les librairies. Donc, l'acte de lecture comme producteur de la littérature. Donc, c'est ça le... Et j'ouvre cette intervention, enfin, ça c'est un préambule, mais l'ouverture en bonne et due forme est celle d'Italo Calvino, qui fait donc écho à la théorie littéraire de la lecture, qui dit d'une manière métaphorique ce que je viens de dire moi, par rapport à ce fait de faire naître une œuvre d'une œuvre, à partir de la lecture de cette œuvre. Il dit: chacun tire de chaque livre le livre qui lui est utile. Donc cette citation, je l'ai prise dans le livre d'Italo Calvino intitulé La machine littéraire, publié en 1984. Cette formule constitue l'idée même de notre présente communication, à savoir tenter de tirer de deux romans classiques essentiels de la littérature algérienne d'expression française, Le Fils du pauvre, publié en 1950, et Nejma, publié en 1956, le livre qui nous serait utile à nous, donc c'est ma lecture à moi, c'est moi qui essaierai donc de faire naître, c'est tout simplement mon interprétation de ces deux romans, ce livre-là, donc cette interprétation qui est l'écart significatif, et donc un sens que je donne à ces deux romans. Donc pour ce faire, nous déploierons deux concepts de la théorie littéraire de la réception, à savoir le lecteur implicite dont Wolfgang Heiser dit que les racines sont fermement implantées dans la structure du texte. Et l'autre concept, c'est l'horizon d'attente, selon lequel, je cite, « le sens de l'œuvre n'est jamais stabilisé, mais qu'il varie en fonction des contextes de sa lecture ». De ces deux définitions fondamentales, on retient que l'œuvre littéraire est par définition ouverte, et c'est l'acte de lecture qui vient en concrétiser les potentialités de signification. Donc la lecture génère une infinité d'œuvres virtuelles d'après les termes de Eco, qui s'inscrit, qui est aussi un autre spécialiste de la théorie de la lecture ou de la réception. Par extrapolation et au-delà du fait littéraire proprement dit, c'est toute la culture qui est appréhendée comme une dynamique de lecture productrice de sens. En inscrivant donc notre intervention dans la perspective de la théorie littéraire de la lecture, pour justement en faire ressortir pour notre compte ce livre qui nous serait utile, nous définissons d'emblée ce livre à tirer qui correspond au concept de la lecture de l'écart significatif comme suit. Une mise en fiction nettement différenciée, donc c'est celui-là l'écart significatif qui correspond aux deux romans cités, donc une mise en fiction nettement différenciée de la langue maternelle, le berbère, dont Le Fils du pauvre et Nejma. Ces traitements fictionnels impliquent fortement l'horizon d'attente des lecteurs francophones, français notamment, des années 50, d'autant plus que les dates de parution des livres sont rapprochées, Le Fils du pauvre en 1950, Nejma en 1956. Ainsi conçue, notre lecture des deux romans tourne autour de l'hypothèse que les écritures à l'œuvre recèlent deux horizons d'attente visiblement distincts, d'où découle l'interprétation que nous faisons de chaque roman. Dans Le Fils du pauvre, la stratégie fictionnelle adoptée pose la langue maternelle comme une matière nettement circonscrite par un point de vue omniscient, un contenu donc à transmettre aux lecteurs francophones, français en particulier, en adoptant surtout le procédé de la description exhaustive au profit d'un public qui, au bout de sa lecture du roman, en sortira bon connaisseur de la culture et société kabyle. De ce fait, l'attente de ces lecteurs est plutôt réconfortée. Donc les lecteurs français essentiellement, il y a aussi les francophones, les Algériens, donc d'expression française. La stratégie narrative dominante est celle d'instruire, dans ce roman de Mouloud Felhoun, est celle d'instruire grâce à un récit structuré d'une suite de séquences sur la Kabylie, le village kabyle, la tribu kabyle. La tribu, c'est la famille élargie, comme on dit en kabyle. L'homme kabyle, la description par exemple de Ramdan et de Lounis, qui est très révélatrice, et qui donc fige le caractère d'un kabyle autour
de la notion de la virilité, donc par exemple la Ramadan en l'occurrence. De la femme kabyle, donc je continue mon énumération, des liens de parenté. Le narrateur du Fils du pauvre utilise par exemple les vocables de khalti, nana, etc. Au plan narratif, cette démarche de transmission, de transmission de la culture berbère, kabyle spécifiquement, aux lecteurs francophones mais essentiellement français. Donc, au plan narratif, cette démarche de transmission révèle deux processus d'initiation culturelle complémentaires. Celui de l'initiation du personnage protagoniste Furolo à la langue française, dans l'école française. L'initiation par l'intermédiaire du narrateur, du Fils du pauvre, des lecteurs français de la culture kabyle. Donc, ce dialogue-là, interculturel, coopère la narration de Fils du pauvre. Au terme de ces deux processus narratifs instructifs, c'est le statut même de Furolo qui se trouve transformé, passant d'un état initial caractérisé par sa condition de misérable de fils de paysan destiné à être berger, à un état final où le même Furolo, déjà en passe de devenir instituteur de bled, se trouve admis au cours d'agrégation de l'école normale. Par rapport à ce rôle décisif qu'assure l'école de l'époque, Michel de Certeau parle de l'école comme ascenseur social. C'est le cas de Furolo qui, grâce à l'école coloniale, verra son destin de paysan changer en celui d'instituteur de français. Dans Nejmet de Keteb Yassine, la mise en fiction de la langue maternelle, le berbère, donc la même langue, mais elle n'est pas dénommée, c'est pas kabyle, c'est le berbère et c'est complexe, on verra ça. La langue algérienne, donc, révèle des contours imprécis, opaques de celle-ci. La langue classique, donc je cite là un passage de Nejma qui problématise cette langue berbère. La langue classique des ulémas, je n'y comprenais rien, page 56. C'est une parole d'un personnage, Rachid. Il faut bien dire que le vocabulaire français contient 151 mots d'origine arabe. Nous aussi, nous influençons leur civilisation. Une autre parole d'un autre personnage sur la langue arabe qui est associée d'une manière subtile à cette berbérité, entre guillemets. Un autre propos qui encore complexifie le statut de cette langue berbère, donc je cite, « Mon père Charlemagne et ma mère Jeanne d'Arc », la page 132, qui est donc une parole de Sémortal, qui est un descendant du Keblout, donc du saint fondateur du Nador. Une complexité linguistique et culturelle qui narrativement prend la forme d'une autorité narratrice éclatée en 4 discours, comme une quête renouvelée de l'origine. L'indétermination, le questionnement, le doute sont les modalités caractérisées de cette polyphonie déstabilisatrice surtout de l'attente des lecteurs de la même époque, principalement les Français, puisque les deux romans sont écrits en français, alors que les deux narrateurs mettent en avant des personnages types, tels que le Fellah chez Ferhoun, manœuvre ouvrier chez Keteb Yassine. Donc une ambiguïté. Plus en profondeur, le récit de Nejma est un processus de recomposition de la complexité de la langue algérienne, l'arabe, donc question, le berbère, le français, à la confluence des civilisations islamiques et pré-islamiques nord-africaines jusqu'à l'époque récente de la culture française, une entité linguistique et culturelle composite qu'incarne la tribu berbère Keblout, d'où Nejma est originaire. Ajoutez à cela que la triple filiation du personnage de Nejma, qui est donc de père berbère ou arabe ou de mère française, en est une autre incarnation. À cette narration particulièrement complexe se greffe une autre composante, celle d'un lent et sinueux périple de deux personnages principaux, Sémortal et Rachid, tous les deux des descendants de l'ancêtre Keblout. Une narrativité à l'image de la matière linguistique et culturelle particulièrement féconde que recèle le roman Nejma. Dans Le Fils du pauvre, cette matière, langue et culture kabyle, est prise en charge par un narrateur omniscient qui en transmet avec bonne méthodologie la forme et le contenu à un destinataire profane. Il use surtout du procédé de la description pour instruire. Il précise le sens des mots et en donne parfois l'étymologie. L'entrée de Furolo à l'école constitue la première péripétie dans le processus à la fois d'instruction et de transmission linguistique culturelle. Donc des citations comme je me souviens, comme cela a été hier, de mon entrée à l'école. Venons-en à présent au procédé réaliste de la description qui, dans ce roman, fonctionne à plein régime. La transmission de la matière visée, en reprenant fréquemment les mots kabyles qui sont fréquemment explicités, sont communiqués en détail.
Donc voilà, il décrit la Jama'a, etc., et j'en passe. Une seconde, ça c'est donc la première péripétie, parce que je suis dans la structure du récit narratif, de l'entrée de Forolo à l'école, qui fait accroître donc cette transmission de la matière berbère, bien sûr, je le dis explicitement, au lecteur français. La seconde péripétie est celle de la préparation pour Forolo du concours des bourses, page 112. Là aussi, c'est le succès. La dernière péripétie, c'est l'événement essentiel du récit. Donc là, on a 3. Et on peut l'étudier par rapport au rite de passage de l'ethnocritique. La dernière est celle de l'entrée de Forolo à l'école normale, l'ultime formation qui sanctionnera son statut d'instituteur lorsque finalement arriva la lettre, je cite, qui a apporté la bonne nouvelle, il tourna à Tizi, cœur gonflé de joie avec la farouche détermination, etc. Dans Nejma, et je fais vite là, donc je suis sur le point de finir, dans Nejma, la langue maternelle, le berbère est pris en charge par plusieurs personnages qui en assument la narration du récit. Rachid Mourad Lakhtari Mustafa, je l'ai déjà dit, je le répète, ce narrateur collectif est à l'image de l'essence problématique de cette langue, une complexité linguistique et culturelle qui se fait le reflet de la complexité spatiale qui constitue la toile de fond du roman. Cette spatialité s'ouvre sur l'espace du chantier, il s'achève sur l'espace du chantier, la circularité de l'écriture que révèle cette spatialité. Chantier, et en transitant par la Mecque, donc il y a eu un voyage initiatique par la Mecque et le Nadour, village ancestral fondé par le saint Kebloud. C'est en même temps un voyage initiatique, une certaine errance qui s'est associée comme recherche identitaire, voyage de Rachid et ses mortals, les 2 descendants de l'ancêtre Kebloud. L'espace du chantier coïncide avec une situation linguistique en gros caractérisée par l'aphasie, silence, expression non verbale, violence en sont les formes dominantes. Exemple, si, saleh et si, c'est-à-dire cette dénomination de respect et de noblesse. Si saleh, ici Abdelkader, se regarde. Si Mustafa parlait, mais il ne parle pas. Donc, à titre d'exemple. L'autre espace, après celui du chantier, c'est l'espace de la Mecque, constitue l'autre figure spatiale importante. Si mortal, c'est-à-dire Sidi, si mortal et Rachid, s'y rendent pour pèlerinage. Fièvre, mystère sont les maîtres mots qui définissent la langue maternelle en cette autre dimension spatiale. Donc, en guise d'illustration, il avait lui-même, entre guillemets, considéré ce qu'il m'a dit comme un délire. Donc, c'est Rachid qui parle de la façon de parler de ces mortals. Et c'est mortal qui dit à Rachid, dis la vérité. Tu crois que c'est la fièvre qui me fait parler? Mais c'est mortal, c'est exprimation en français, en disant par exemple l'enterrement des fiérités est la cause des calamités, donc avec une certaine prononciation donc, qui n'est pas correcte. Et puis il dit aussi mon père Charlemagne et ma mère Jeanne d'Arc, que j'ai déjà évoqué. Donc à travers ce personnage de ces mortels, on voit la complexité du statut de cette langue berbère. Et ces mortels, il est le descendant du Kebloud, qui est le saint fondateur de ce village emblématique de la Berbérie. L'espace emblématique donc, du Nadour, enfin, est le lieu où, donc c'est le 3e espace, où le mystère qui entoure la langue maternelle devient plus prégnant, comme le montre cette formule dite par Rachid en présence du nègre qui guette le moment opportun pour enlever Nejma personnage, fille. Bien que je n'ai pas la parole facile, il y a longtemps que ma langue remue comme un édifice infesté de dragons. Et puis ce nègre qui s'adresse à Nejma pour accentuer cette dimension mystérieuse de la langue berbère, entre guillemets, le nègre lui parle en fixant sur ses yeux, donc les yeux de Nejma, grands yeux brillants. Il se dit envoyé par les génies pour veiller sur les filles du Kebloud. En conclusion, je termine. Peut-être il reste encore une minute à laquelle j'ai droit. En conclusion, rien qu'en raison du débat chez nous sur la langue maternelle, nationale, etc., il est important de revisiter cette littérature de longue date pour voir comment celle-ci y prend part au débat. La question est déjà posée dès l'époque coloniale et débat non encore épuisé. Rappelez aussi que Kateb Yassine a dû à un moment abandonner l'écriture romanesque pour faire du théâtre populaire. Ce par quoi il a terminé sa carrière artistique. Malik Haddad décide d'arrêter d'écrire
lui aussi, juste après le qui offre, on ne répond plus. Merci de votre écoute. Mais Yeah. Merci mon cher ami Mahfouf. Donc, tu nous as replongé dans la littérature. Hein? Voilà, rien que pour ça, on vous remercie. Tu nous as parlé de deux grands classiques de la littérature algérienne, à savoir Le Fils du pauvre et Nejma de Kateb Yassine. Cette lecture, je la trouve impeccable. Je la trouve impeccable. Je salue disons, ta façon de faire, de remonter aux langues maternelles à travers des textes. Sincèrement, je n'aurais jamais pensé à ça. Mais c'est... Je vous félicite. Je vous félicite. Voilà. Donc, sur ça, j'ouvre le débat. Je vous laisse quelques minutes pour poser des questions. Hein? Même les communicants peuvent poser des questions. Hein? Si vous avez des questions, hein? Allez-y, cher staff. Hein? Hein? Qu'est-ce que tu as? Allô? Alors moi j'aimerais, bon, je ne vais pas parler de la communication de M. Bsei qui m'a vraiment étonné. Voilà, donc On est là pour... je pense qu'il y a, moi j'ai un groupe ici de première année, donc je pense qu'il y a des gens du Sahel. Je pense qu'ils doivent intervenir. Voilà. Mais c'est-à-dire le constat que vous avez fait, c'est-à-dire il m'a vraiment étonné. C'est-à-dire de voir que les gens du Sahel stigmatisent leur langue à ce point. Donc tout à l'heure, vous avez présenté des pourcentages. Pour moi, ça relève du clinique. D'accord? J'ai pas terminé. Donc là, vous avez travaillé sur un échantillon. Bien sûr, vous avez dit 163 personnes. D'accord? Et les résultats sont vraiment effarants pour moi. Voilà. Donc voilà ma question. Est-ce que vous avez parlez-moi de l'échantillon sur lequel vous avez travaillé. Je pense que vous avez travaillé avec des étudiants. Voilà. Je pense aussi que pour avoir une idée globale sur ça, plus réelle, je pense qu'il faut, c'est-à-dire élargir un petit peu la société de recherche, c'est-à-dire l'échantillon sur lequel vous avez travaillé. Merci. Je peux répondre. Oui, bien sûr, si vous voulez répondre. On n'est pas en train de faire un procès pour telle population, telle autre population. Non, je ne parle pas de procès, Oui, oui. c'est déjà d'une enquête. Oui, bien voilà, sûr. mais c'est, Moi, je me rappelle... ça paraît bizarre. Oui, bien sûr. Parce que j'ai des amis du Sahel, Ouais. donc ils ne pensent pas du tout comme ça. Parce que vous avez travaillé avec des jeunes. Premièrement, Mais il faut savoir, j'ai beaucoup d'amis du Sahel, peut-être aussi. moi aussi. Et des fois, Pékin et Angle, moi je me rappelle d'un ami, dans les années 90, rapidement, il y avait le journal Femours, si tu te rappelles. Après, le journal Femours a fait une enquête sur la Kabylie, donc il a délimité la Kabylie à Tichy. Après, il y a un ami, actuellement il est enseignant,
il est allé réclamer. Le siège du journal se trouvait à la Maison de la Culture de Moulin Ahmed Tizi Ouzou. Donc il a fait tout un tapage là-bas. Il leur a dit d'aller lire l'article et que la Kabylie ne s'arrête pas à Tichy. Bien sûr. Voilà. C'est pour ça que ça m'a vraiment étonné. Voilà. Je pense qu'il y a quelques années, les gens du Sahel ont peut-être, je dirais pas honte, ils évitent peut-être de parler, etc., dans leur variété, etc. Mais je pense qu'actuellement, ce n'est pas... Je ne sais pas en quelle année vous avez mené l'enquête. Ouais, Merci. ouais. Merci, M. Darmous, pour cette question. Je vous laisse le temps de répondre, M. Saïd. Premièrement, vous avez dit j'ai des amis, même moi j'ai beaucoup d'amis de la région du Sahel. Donc, par rapport à l'enquête, là j'ai mis l'accent sur le discours stigmatisant, mais ça ne veut pas dire que lors de mon enquête, il n'y a pas des enquêtés qui revendiquent cette variété, qui sont fiers de parler cette variété, etc. C'est-à-dire à chaque fois, par exemple, quand je présente les résultats, par exemple, par rapport à ces 40%, parmi 60, il y a 60% qui ont choisi leur variété. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que tous les locuteurs auprès desquels j'ai enquêté stigmatisent leur variété. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire, et puis, vous m'avez dit, quand est-ce que vous avez mené l'enquête, c'est une enquête qui remonte à 2019. Donc, c'est une enquête que j'ai menée à 2019. Moi, j'ai rien inventé. J'ai fait parler mes... oui. Non, mais j'ai fait parler mes enquêtés. J'ai un ami, je ne sais pas si pour rigoler, un ami de Tlemcen, sociolinguiste, il me dit celui qui n'a pas fait l'enquête n'a pas le droit à la parole. Donc je ne suis pas là pour vous confisquer la parole, mais quand une enquête, on n'est pas satisfait d'une enquête, probablement on veut bien que quelqu'un aussi fait une autre enquête et on va croiser les données des deux enquêtes. Donc par rapport, pourquoi moi-même j'ai travaillé sur cette thématique, parce que moi je réside à Béjaïa, donc j'ai observé ce phénomène, surtout de l'effacement de l'accent. Donc je démarre d'un constat, et c'est ce qui m'a poussé à travailler sur cette thématique en exploitant notamment des travaux. Bien sûr que ce n'est pas la même réalité des travaux de chercheurs et de sociolinguistes francophones, à l'image de Michel Francard, Pascal Singer, qui ont travaillé sur le français suisse, le français belge, etc. Bien sûr, ce n'est pas la même réalité. J'ai adapté leur outil d'enquête à mon terrain d'études. Donc, ces discours-là, effectivement, les entretiens, je les ai menés auprès des étudiants. Ce sont mes propres étudiants de la région qui sont nés, qui vivent là-bas, etc. Donc, les extraits-là que j'ai montrés, bien sûr, parce que je travaille ici sur l'insécurité, j'ai pris les exemples les plus frappants. Ça peut choquer, mais donc ce sont des discours authentiques que j'ai récoltés dans mes enquêtes. Concernant les questionnaires, pareil, j'ai une population diverse, donc j'ai des enquêtés âgés, des enquêtés jeunes, etc. Donc j'ai une population diverse aussi. Voilà, donc voilà, j'ai été à la recherche justement de ces parce que quand on parle d'insécurité linguistique, il y a des facteurs bien sûr derrière cette insécurité. Donc j'ai été à la recherche de ces facteurs et c'est pour ça que j'ai lié ce concept d'insécurité à celui de la glottophobie, parce qu'il y a quand même, je ne sais pas, sauf si on ne vit pas dans la même ville, il y a quand même un discours ambiant qui stigmatise cette variété. D'ailleurs, c'est ce que je compte faire à l'avenir. Je compte mener une enquête auprès des locuteurs non tassahlitophones pour justement voir comment cette variété est perçue. Mais d'après les locuteurs du Sahel, ils pensent et ils constatent que leur variété est perçue négativement par les autres locuteurs kabyles. Voilà. Et peut-être cette stigmatisation, peut-être elle est... pourquoi cette stigmatisation ?
Parce que il y a bien sûr il y a plusieurs variétés kabyles, il y a une certaine homogénéité entre les autres. Bien sûr, la variété de, par exemple, le kabyle parlé à Akbou et le kabyle parlé à Tizi Ouzou, il y a des différences, mais il y a quand même beaucoup de similitudes par rapport. Donc, les différences, elles sont marquées, donc les particularités sont très visibles entre la variété du Sahel et celle des autres régions de Kabylie. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, allez-y, mademoiselle. C'est bon. Ouais. C'est bon? Ok. Alors, pour la deuxième conférence de M. Haddad, vous avez parlé du fait que Oui, je disais, pour la conférence de M. Haddad, vous avez parlé du fait que pour éviter ou minimiser le problème du kabyle, de l'oralité, on devait pourquoi pas parler en kabyle ou genre parler sur Facebook et éviter les normes, parce que vous avez dit que en général les gens parlent en ligne et ne respectent pas les normes. Est-ce que vous pensez que si on optait, genre si on écrivait en kabyle ou bien sûr en berbère et tout, sur Facebook, en évitant les normes, est-ce que ça ne va pas aggraver l'apprentissage de cette langue? Parce qu'on peut voir qu'il y a quand même des conséquences à ne pas bien écrire sur Facebook ou en ligne. Il y a beaucoup de gens maintenant qui ne font pas la différence entre l'écriture Facebook et écrivent même avec leur écrit Facebook qui ne respectent pas les normes sur des devoirs ou parfois sur des examens et tout. C'est la question. Merci. Donc, deuxième question, notre question, non? Voilà, donc ça sera peut-être la dernière. Je laisserai la parole à M. Haddad de répondre. Hein? Oui. Voilà. Merci. C'est toujours à M. Haddad? C'est une question comme ça sur la tasahlit. Ah, d'accord. Bon, donc je laisserai à M. Haddad répondre. Avant de poser ma question. Avant de poser votre question, voilà. D'accord. Et ça sera la dernière, Inch'Allah. Merci. Merci pour la question. Ça pose ça pose la problématique de la norme. Donc, ne souffre pas vraiment seulement le Tamazirt. Tamazirt ou encore les parlers qui commencent les variétés qui commencent à s'individuer. C'est-à-dire maintenant on parle du kabyle en tant que langue déjà, qui a sa propre norme, et d'autres variétés pourraient aussi, le chaoui et autres, pourraient aussi avoir leurs normes. À l'échelle internationale, il y aurait quelque part, c'est un mouvement peut-être, je ne saurais dire, par rapport à quelque chose qui pourrait être de l'ordre du dépassement et du non-respect respect entre guillemets de tout ce qui est norme. Même en français, on n'écrit pas sur les réseaux sociaux, on n'écrit pas orthographiquement, on n'écrit pas dans les normes. C'est pas la peine d'écrire pharmacie avec PH sur les réseaux sociaux. Alors que le français, c'est une langue qui a justement une tradition très consacrée à l'écrit. Et oui. Donc ça pose la question de la nécessité du respect de la norme. Déjà pour les langues déjà établies sur le plan de l'écriture, il y a cette idée de se défaire. Les générations actuelles, même celles qui utilisent les réseaux, et surtout celles qui utilisent les réseaux sociaux, ne voient pas l'obligation, la nécessité principalement d'obéir à une norme écrite orthographique. Que dire maintenant de Tamazirt qui n'est pas vraiment passé par le cap, par l'obligation de respecter déjà une norme qui devait s'établir par des appareils d'État, par des auteurs, des écrivains, des journalistes à l'oral et à l'écrit qui vont consacrer, légitimer une norme. Ensuite, deuxième étape, si on doit ne pas la respecter sur les réseaux sociaux, d'accord, mais au moins s'offrir l'occasion qu'une norme s'établisse, ensuite ne pas la respecter. Et ça donne lieu à une discussion vraiment qui pourrait s'élargir, parce que c'est vraiment la question.
C'est vraiment la question. Pourquoi il doit y avoir une norme et pourquoi aller au-delà de la norme orthographique et autres. Voilà. Et j'aurais voulu expliquer plus profondément encore, mais on n'a pas le temps. Merci, pour ça. monsieur Haddad. Merci. Donc, voilà, votre question. Oui, merci, monsieur. Oui. Allez-y. Merci, monsieur le président. En fait, ma question, c'est-à-dire, c'est par rapport à une, enfin, pas impossible, mais peut-être une relation certaine entre cette déficience de la variante sahelite et l'engagement. L'engagement dans le combat, dans la réhabilitation de la langue berbère en général. Est-ce qu'il serait possible d'entrevoir une certaine c'est-à-dire engagement, forte implication des gens du Sahel qui peut-être portent en eux cette tare linguistique et qui vont s'impliquer davantage dans la recherche scientifique, peut-être on peut voir du côté du département de Tamazir, et l'engagement aussi politique. Est-ce que ce serait envisageable? Merci. Très rapidement, monsieur Bessaï. Oui, je vais essayer d'être bref. Effectivement, enfin, si on parle de l'engagement, c'est par rapport à... L'engagement, c'est-à-dire la revendication identitaire. Enfin, si on voit les manuels, par exemple, actuels de Tamazirt, d'après mes lectures, la variété tessahlite est très marginale. C'est-à-dire dans les textes, etc., des fois authentiques, des fois ils sont textes qui sont des textes pour l'enseignement de Tamazirt, on voit que ils sont carrément absents. Les gens et aussi les chanteurs, par exemple. Les chanteurs, ils sont rares. Il y a, à part Tatish, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un chanteur, c'est le frère de notre collègue Saadoudi, donc c'est un chanteur qui chante dans la variété de Tessahlite et il est établi en France. Mais la majorité des chanteurs, pas seulement, c'est pas propre à cette région de Tessahlite, chantent dans une autre variété. Pareil à la radio, les journalistes de Tessahlite, les journalistes issus de cette région, sur la radio Soma par exemple, ils s'expriment dans une autre variété. Donc en quelque sorte, cette variété, il y a des espaces où elle s'efface. Elle s'auto-efface. Mais la revendication, elle est importante, bien sûr. C'est ce qui permet à cette variété, à toutes les langues, de résister. Peut-être par manque dont souffrent ces gens-là, ils vont s'impliquer encore plus dans le combat politique, dans la recherche scientifique. Elle est porteuse de traits identitaires. Oui. Une possible compensation. Voilà, c'est ça l'essentiel de ma question. Généralement, dans des situations d'insécurité linguistique, il y a une ambivalence. Des fois, la même variété, elle est valorisée, dévalorisée par les mêmes locuteurs. C'est-à-dire qu'il y a une certaine ambivalence. J'avoue que c'est un sujet très complexe à analyser. Parce que l'insécurité, c'est quelque chose de psychologique, etc. C'est quelque chose de très complexe. Ça nécessite d'autres enquêtes. Et voilà, je vous remercie. Merci, monsieur Bessaï, pour ces éclaircissements. Avant de terminer cette session, je vous annonce la prochaine conférence de M. Naït Chaban Takfarines, qui nous vient de l'université de Tizi Ouzou. Elle s'intitule Mouloud Ma'amri, Assourif Amzouaro, Gharoussou Tarantou Teleit Tamazirt. Ah oui. Donc, en français, premier pas, voilà, Mouloud Ma'amri, premier pas vers la modernisation, voilà. Je suppose qu'elle sera en langue amazigh, en langue kabyle, voilà. Je vous remercie.